Je voudrais également commencer par vous remercier d'avoir voulu assister physiquement ou virtuellement à cette conférence de presse destinée à éclairer l'opinion sur l'évolution de la situation épidémiologique dans notre pays. Comme vous le savez, depuis le début de l'année 2020 qui vient de s'achever, la planète tout entière est bouleversée dans tous les secteurs de la vie, qu'elle soit sociale, économique, politique et bien entendu sanitaire. Notre pays n'échappe pas à cette déferlante du coronavirus, car dès le 19 mars 2020, nous avons enregistré notre premier cas. Depuis lors, 2213 autres cas ont été recensés, avec malheureusement 104 décès. À la date d'aujourd'hui, 389 de nos compatriotes sont sous traitement et la plupart ils sont suivis à domicile. Il vous souviendra que très tôt, le gouvernement a réagi. Il a réagi vite, il a réagi bien, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour limiter la propagation du virus. Mieux, face à l'aggravation continue du contexte sanitaire, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, avait décidé de prendre personnellement les commandes de la lutte contre la pandémie, et c'était à partir du 25 avril 2020. Avec cette reprise en main des opérations par le chef de l'État, sur le plan institutionnel et stratégique, un comité de gestion des crises sanitaires a été mis en place. Ces comités étaient appuyés par 5 sous-comités spécialisés. Sur le plan opérationnel, une coordination nationale de riposte sanitaire a été également mise sur pied pour coordonner l'ensemble des actions de gestion sur le terrain, des concerts bien entendu avec toutes les structures de santé de notre pays. Sur le plan international, notre pays a bénéficié de précieux et variés appuis de ses partenaires. Enfin, sur le plan économique et social, suivant les annonces fortes du maréchal du Tchad, l'État a consenti un effort inédit pour soulager nos compatriotes de l'impact du Covid-19. Entre les dépenses fiscales, les prises en charge de toutes sortes, les mesures économiques, l'assistance sociale et les dépenses de santé, ce sont des dizaines de milliards qui ont été injectés par le gouvernement, et c'est au bénéfice de nos populations. De l'aveu même de nos partenaires, notre pays fait partie de ceux qui ont le plus investi dans l'édulcoration de l'impact social de la pandémie. À titre d'exemple, ce ne sont pas moins de 3,5 millions de personnes qui ont bénéficié d'une assistance directe au titre de la solidarité nationale. Entre le 25 avril 2020, où le chef de l'État a pris la présidence du comité de gestion de crise, et le 8 juillet 2020, où il a passé le relais au ministre en charge des Affaires étrangères et à celui de la santé publique. Donc entre ces deux dates, la situation épidémiologique s'est considérablement améliorée. J'allais dire c'était considérablement amélioré. Le 8 juillet, lorsque le chef de l'État passait la main, il n'y avait plus que 11 malades sous traitement. Nous devons cette prouesse à l'engagement fort du maréchal du Tchad qui a été apprécié par tout le monde, à ses orientations avisées
et à son suivi rigoureux dans la mise en œuvre des décisions prises, quels que soient les domaines dans lesquels ces décisions étaient intervenues. Depuis que le maréchal du Tchad a passé la main, et jusqu'à la fin octobre, la situation sanitaire a peu évolué, bien que ponctuellement la courbe de la pandémie a connu des remontées. À partir du mois de novembre, nous avons noté que la tendance s'est progressivement inversée pour atteindre des niveaux préoccupants ces 3 dernières semaines. Et pour vous édifier sur cette évolution préoccupante qui sont à la source des dernières mesures décidées par le gouvernement, je voudrais passer la parole au professeur Choua pour nous faire le point. Et je reprendrai la parole pour poursuivre mon propos liminaire avant de vous redonner la parole pour vos questions auxquelles nous essaierons de répondre avec la plus grande transparence et la plus grande précision. Nous avons commencé donc à faire partie des pays qui ont été contaminés par le coronavirus. Et comme tout le monde le sait, c'est une pandémie. Donc c'est vraiment une épidémie qui concerne pratiquement tous les pays du monde. Et nous avons voulu faire un aperçu de la situation au niveau du monde. Actuellement, plus de 85 millions de personnes ont été touchées, qui ont été infectées par le coronavirus, avec presque 1 900 000 décès. Les pays les plus touchés actuellement sont les États-Unis, l'Inde, qui ont entre 10 et 20 millions de victimes, et des pays comme la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Italie ont plus de 2 millions de victimes, 2 millions de cas infectés. La prochaine, s'il vous plaît. Dans la région africaine, qui en général, dans l'épidémie mondiale, on pense qu'elle a été légèrement épargnée, il y a environ 2 millions de cas totaux, avec presque 45 000 décès, et actuellement environ 300 000 cas actifs. Il y a une dizaine de pays qui comptabilisent à eux seuls 90% des cas d'infection de la région africaine. Et parmi ces pays, il y a 2 pays qui sont voisins du Tchad, le Nigeria et la Libye. Prochaine, s'il vous plaît. Il a été constaté, dans la sous-région Afrique notamment, que en analysant les données entre la mi-septembre et mi-octobre et la période qui a suivi, la donne a changé. Dans la première période, on a eu environ 29 000 cas par semaine, et dans la seconde période, on est allé au-delà de 49 000 et on est en train d'aller vers les 50 000. C'est une situation qui concerne certes la région africaine, mais elle dérive d'une situation mondiale où il y a une résurgence de cette maladie. Ce qui a fait dire à M. Anthony Fauci c'est le conseiller de la Task Force Covid du gouvernement américain, il était au temps de Trump, il a été conservé actuellement aussi. C'est vraiment une personne qui est au sommet de l'étude et de l'épidémiologie des maladies infectieuses depuis plus de 30 ans. Nous avons tous étudié sur les livres de référence de M. Fauci. Donc c'est vraiment une autorité en la matière. Il a dit récemment qu'aux États-Unis, ils font face à un pic de cas qui est hors de contrôle sous différents aspects. Nous reviendrons peut-être après pour expliquer un peu cette terminologie. Et en Californie, la situation de cette semaine est telle que le nombre de morts est en train d'augmenter de manière exponentielle et les pompes funèbres n'arrivent plus à suivre le rythme. Donc il y a des personnes qui sont obligées de se démerder pour conserver les corps. Donc c'est pour vous dire. Dans la région africaine, l'Ouganda a dit récemment que l'épidémie était hors contrôle chez eux. Et donc, même dans la sous-région, il y a un trend en augmentation. La prochaine, s'il vous plaît. Quant aux pays qui nous entourent, nous l'avons relevé dans la diapo précédente, la Libye et le Nigeria
ont à peu près la centaine de mille de cas qui ont été diagnostiqués, et ce sont deux grands pays voisins du Tchad. Tandis que bon, le Cameroun, on est à peu près sur les 30 000 cas, et le Soudan aussi, c'est sur les 30 000 cas. Prochaine, s'il vous plaît. Au Tchad, la situation est celle que Monsieur le ministre vient de vous relater, donc je ne vais plus recommander cette diapo. Avancer. Ça, c'est la situation qui nous a imposé cette conférence de presse. C'est la situation des 8 dernières semaines et des 3-4 premiers jours de janvier, des 3 jours de janvier. En fait, la période du 1er au 15 novembre, nous avons eu à N'Djamena, où se sont concentrés tous les cas pratiquement, nous avons eu affaire à 14 cas. Dans la période du 16 au 30 novembre, 44 cas. Dans la période du 1er au 15 décembre, 76 cas. Et puis dans la quinzaine du 16 au 31 décembre, 302 cas. C'est-à-dire multiplié pratiquement par 4 par rapport aux 2 semaines précédentes. C'est une situation d'alarme. C'est une situation d'alarme parce que elle a correspondu aux périodes de grands rassemblements, des fêtes, où inéluctablement les familles se retrouvent, où inéluctablement il y a une promiscuité et qui crée les conditions pour la diffusion et la contamination au niveau des familles. Ça, c'est quelque chose qui est épidémiologiquement prouvé et qui a donc qui nous a préoccupés fortement. Donc cette courbe, elle est facile à comprendre même dans le trend. Et cela a continué les 2 premiers jours de janvier. Hier, nous avons eu 44 cas positifs en une journée, c'est-à-dire autant que dans la période du 16 novembre au 30 novembre. Donc, cela veut dire que la diffusion de la maladie, elle est devenue nettement plus perceptible et plus évidente. La recrudescence du coronavirus dans notre pays est fulgurante. Vous avez vu, rien que dans la journée d'hier, nous avons recensé 44 cas positifs. Maintenant, pour vous donner une image sur la gravité de la situation et surtout sur l'étendue de la circulation du virus au sein de notre population, j'ai demandé qu'on me prépare un graphique sur les nombres de cas positifs qui concernent des candidats au voyage. Je ne sais pas si ce graphique est prêt, on va vous le projeter et vous allez constater de vous-même que certains jours, le nombre de voyageurs détectés positifs sur l'ensemble des cas rapportés dépasse le 60%. Prenez les chiffres d'hier. Il y a eu 44 cas positifs. Sur les 44 cas positifs, 33 concernent essentiellement des Tchadiennes et des Tchadiens qui veulent voyager, qui se portent bien, qui n'ont aucun symptôme, mais une fois les tests effectués, ils sont positifs. Vous imaginez? Vous imaginez la circulation du virus au sein de la population? Ça veut dire que si on faisait davantage de tests, on allait avoir des chiffres qui vont donner des tournis. Donc cette situation est très préoccupante et la responsabilité de tout le monde est engagée. Le professeur Chouaboul a expliqué comment en est-on arrivé là. Je vous disais tout à l'heure que quand les maréchals de Tchad passaient la main, on était à 11 malades sous traitement. Nous sommes aujourd'hui à 389 malades sous traitement. Pourquoi?
La première raison, c'est celle que le professeur Choua a donnée, c'est le relâchement à tous les niveaux. Nos compatriotes qui sont revenus au mode de vie d'avant, qui ne respectent plus les mesures barrières, mais ce relâchement aussi, il est noté du côté des organes de l'État qui sont chargés de faire respecter ces mesures. Il faut être honnête, il faut le reconnaître. Donc, un relâchement à tous les niveaux qui ne peut que produire ces résultats sanitaires que le professeur Choua vient de nous décrire. Il y a également d'autres facteurs, j'en conviens. D'abord, les facteurs climatiques. La remontée des cas coïncide avec l'adoucissement du climat. Et maintenant, nous avons des certitudes sur la base des études scientifiques qui ont été menées. Les coronavirus aiment le froid. Donc, à chaque fois que les températures s'adoucissent, les risques de contamination accélérée s'aggravent également. Donc, il y a un lien qui est établi entre la température, le climat et la situation épidémiologique. Nous avons vu venir cette aggravation de la situation dans cette même salle, en présence de la presse. Nous avons alerté, après avoir observé une détérioration de la situation sanitaire dans certains pays. J'avais cité le Soudan, le Niger, c'était il y a presque 2 semaines, ou 3 semaines même. Donc, nous avons vu venir cette situation, mais malheureusement, malgré toutes les alertes faites soit par la coordination, soit par le comité de gestion des crises, et essentiellement ces dernières semaines, beaucoup ont cru que le virus s'est évaporé. Et comme je le disais tantôt, les vieilles mauvaises habitudes ont repris leur cours normal. Face à une situation exceptionnelle, que doit faire le gouvernement? En toute responsabilité, pour répondre à ces défis sanitaires qui s'aggravent de jour en jour, le gouvernement n'a d'autre choix que d'agir. D'agir et d'agir vite parce qu'il y a urgence. C'est dans ce sens que le 31 décembre dernier, le décret numéro 2585 a été pris. Il a été pris par le gouvernement pour réaffirmer certaines mesures qui sont encore en vigueur, pour renforcer ces mesures existantes par d'autres mesures, et puis aussi pour muscler les contrôles dans le respect des mesures barrières. Ce décret 2585, de notre point de vue, ne souffre d'aucune ambiguïté. Il est pris, je le rappelle, en période d'état d'urgence sanitaire et ne comporte aucune mesure inédite. Dans ces décrets, il n'y a pas une nouvelle mesure qui n'a pas été appliquée à un moment donné depuis la survenue de cette pandémie. Cet acte du chef de l'État doit s'appliquer dans toute son étendue, ni plus ni moins, c'est-à-dire sans restriction, mais également sans extrapolation. Ces mesures, il faut être là également honnête et sincère, ne sont pas gaies. Ces mesures ne sont pas populaires. Elles sont même pénibles, voire insupportables, surtout pour nos concitoyens les plus fragiles socialement parlant. Mais le gouvernement n'a d'autre choix que de décider et de prendre toutes les dispositions qu'impose le contexte sanitaire pour assurer la sécurité sanitaire de nos compatriotes. Toutes ces mesures visent un seul objectif, celui de limiter
le rythme de contamination en cassant la chaîne de transmission du virus de personne à personne. La lutte contre cette pandémie n'est pas et ne doit pas être l'affaire du gouvernement seul. C'est une cause, comme le maréchal du Tchad l'avait rappelé, c'est une cause qui doit engager tout le monde. Le virus ne fait pas de distinction, il ne fait pas de discrimination selon l'appartenance ethnique. Ce ne sont pas les Mundang, les Ahawa, les Apiari qui tombent malades. Tout le monde est exposé à ces virus sur un même pied d'égalité. Ce virus ne fait pas non plus de distinction selon les convictions politiques. Il ne trie pas selon que vous appartenez à tel parti ou à tel autre. Ces virus ne distinguent pas aussi ces victimes selon leurs croyances religieuses, leur statut social ou professionnel. C'est pourquoi chacun doit respecter toutes les mesures, d'abord pour se protéger lui-même et pour protéger les autres. Et dans les autres, j'insiste en particulier sur notre obligation individuelle ou collective à veiller particulièrement sur nos aînés âgés et sur nos compatriotes qui souffrent de pathologies multiples. Et j'insiste sur cet appel. Chacun a un père, un oncle, une tante, un ami, une mère qui a plus de 55 ans, 60 ans, qui vit avec d'autres pathologies. Particulièrement pour cette catégorie de nos populations, nous devons être extrêmement vigilants. Et nous devons, chacun à son niveau, prendre les dispositions pour ne pas les exposer parce qu'elles sont vulnérables face à la maladie. Ce combat n'est pas un combat d'une semaine ou d'un mois. Je disais tout à l'heure, notre premier cas au Tchad, c'était le 19 mars. Ça fait 9 mois, bientôt 10. Et cette situation, malheureusement, risque encore de perdurer et elle va certainement occuper l'actualité, occuper le système de santé, occuper les pouvoirs publics tout au long de l'année 2021. Donc c'est un combat qui est long. C'est vrai, nous, Tchadiens, nous sommes habitués aux guerres éclairs, mais avec cette pandémie, il va falloir être patient, être méthodique, être solidaire, être responsable pour pouvoir surmonter ces défis colossaux. Le salut viendra peut-être du vaccin qui a été découvert et pour lequel notre pays attend sa livraison au courant du premier trimestre 2021. Comme vous le savez, nous avons soumis la demande de vaccin de notre pays depuis le 7 décembre dernier dans le cadre de la facilité COVAX. Aujourd'hui même, j'assisterai à une réunion du bureau de l'Assemblée nationale parce qu'il reste un formulaire, le formulaire B, qui doit être signé conjointement par le ministre en charge des Finances et le ministre en charge de la Santé pour être transmis afin de valider la demande de vaccin qui est déjà partie depuis le 7 décembre dernier. Donc vous vous souvenez, lorsque le maréchal du Tchad passait la main du comité de gestion des crises au ministre en charge des Affaires étrangères et de la Santé, il l'avait déjà fait auparavant dans sa déclaration à la nation, je crois que c'était le 14 avril, il a appelé les Tchadiens à apprendre à vivre avec le virus. Et il a insisté sur la notion de responsabilité.
chacun doit se sentir concerné par le combat et faire sa part de travail, de sensibilisation, de protection de soi-même et des autres pour espérer limiter les dégâts de cette pandémie. Donc il avait insisté sur la responsabilité. Il avait insisté également sur le sang-froid. Il n'y a aucune raison que nous paniquions face à ce qui se passe. Il n'y a aucune raison que d'aucuns cherchent à créer la psychose qui n'apporte rien. Il n'y a aucune raison que nous perdions notre sens d'appréciation, notre discernement, parce que nous enregistrons quelques malades. Donc c'est à juste raison que le chef de l'État avait insisté sur le sang-froid. Il avait également instruit de gérer cette pandémie avec professionnalisme. Pour ce qui concerne le ministère en charge de la santé et la coordination nationale de riposte sanitaire, vous ne pouvez même pas imaginer un seul instant le travail de fourmi invisible qui est fait par les équipes techniques, par les laborantins, par les infirmiers, par le médecin, par les experts au sein de la coordination nationale des riposte sanitaire, qui soient déployés à l'aéroport, qui travaillent ici au niveau de la coordination nationale, dans les laboratoires, dans les hôpitaux. C'est un travail phénoménal qui est abattu. Donc de ce point de vue, nous avons toutes les garanties que sur les plans opérationnels et techniques, la coordination qui fonctionne en toute autonomie et en toute indépendance est en train de remplir convenablement son rôle. Je voudrais les féliciter à cette occasion, les encourager bien entendu. Il peut y arriver qui se produisent quelques défaillances, mais qui sont vite identifiées et réparées. Donc nous devons éviter la désinformation. Je dis et je le répète, nous devons éviter la panique inutile. Nous aurons encore d'autres cas positifs. Nous l'espérons le moins possible. Nous aurons d'autres décès dus à la Covid-19. Nous espérons et nous agissons pour qu'il y en ait le moins possible. Et nous allons continuer à mettre en œuvre notre stratégie fondée sur la doctrine, sur la ligne de conduite fixée par le maréchal du Tchad. Et tous ensemble, il n'y a aucun doute là-dessus, tous ensemble, nous arriverons au bout de cette épreuve. Je commence par la première question qui a été reprise également par les journalistes du journal Le Pays et qui porte sur le décret 2585. Je pense que j'ai été assez clair dans mon propos liminaire. J'ai dit que ce décret doit être appliqué dans son intégralité. Ni plus ni moins, j'ai ajouté, c'est-à-dire sans restriction et sans extrapolation. Les termes de ce décret sont clairs. Nous avons assisté à son élaboration. Donc nous sommes bien placés pour parler de son interprétation. Depuis le 31, il s'est écrit beaucoup de choses. Malheureusement, certaines de ces affirmations ne cadrent pas avec le contenu de ces décrets. De ma compréhension et selon les termes clairs de ce décret, il s'agit d'un confinement de la ville de N'Djamena, c'est-à-dire son isolement par rapport à ses liaisons avec le reste du pays.
nulle part dans ces décrets, il n'est question de confinement de la population de N'Djamena. Ça, c'est une précision qui a toute son importance. Je voudrais rappeler qu'au moment fort de la crise, avec la première vague, j'étais encore directeur de cabinet du maréchal du Tchad, et parmi les panoplies des mesures qui ont été proposées au chef de l'État pour contenir la pandémie, il y avait à l'époque déjà une proposition se rapportant au confinement des habitants, particulièrement de la ville de N'Djamena. Le chef de l'État à l'époque, et à juste raison, avait écarté cette hypothèse pour des raisons évidentes. Les gains sanitaires d'un confinement des populations est non seulement volatile, mais il est également aléatoire. Vous voyez certains pays qui ont fait des confinements stricts, cela n'a pas permis d'éradiquer la pandémie. Il y en a qui sont pratiquement à leur 3e voire 4e confinement. Donc, confiner les populations, ce n'est pas une panacée. Le confinement a aussi un impact socio-économique disproportionné. Il est également inadapté à nos réalités socio-culturelles. Donc, à l'époque, je me rappelle, c'était en avril-mai, au moment où les premières mesures ont été prises et devraient être renforcées, le maréchal du Tchad avait écarté l'idée de confiner les habitants de N'Djamena. Et à mon sens, le décret 2585 ne porte pas confinement des habitants de la ville de N'Djamena, mais porte isolement de la capitale par rapport au reste du pays. À travers les deux questions qui ont été posées, j'ai compris qu'il y a une confusion qui est persistante, et c'est une question de bon sens. Je pense que dans la salle, vous conviendrez avec moi qu'il existe un fort lien de causalité entre, d'une part, la proportionnalité et la soutenabilité d'une mesure, et d'autre part, l'acceptabilité sociale et la légitimité politique de cette mesure. Donc, que les choses soient claires, et jusqu'à une révision du décret 2585, les habitants de N'Djamena ne sont pas confinés. La ville est isolée du reste du pays. Donc cette précision me semble importante, parce que depuis quelques jours, nous avons relevé des prises de position, des interprétations qui varient en fonction des personnes et des commentaires qui sont faits. Cela dit, je l'ai dit tout à l'heure, ce décret ne comporte aucune mesure inédite. Si vous le lisez, du bouclage de la ville de N'Djamena, en passant par la fermeture des lieux de culte, l'interdiction des regroupements publics, les attroupements qui sont interdits, toutes ces mesures ont été, à un moment ou à un autre, surtout lors de la première vague, décidées et appliquées. Donc l'ensemble des 10 mesures, vous en avez 9 au niveau de l'article 1er, et puis le 10e qui est le couvre-feu. Donc fondamentalement, il n'y a pas de mesures nouvelles. Il y en a certaines qui ont été, c'est vrai, renforcées, comme le couvre-feu ou bien la réduction du nombre de personnes autorisées à se regrouper. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et vous savez, le virus, quand il circule très vite. Et vous ne pouvez pas vous permettre
de perdre du temps. Souvenez-vous, notre premier cas, le 19 mars, il avait été envisagé de fermer l'aéroport le 18 mars. Au dernier moment, la décision a été reportée au 19. Et c'est comme ça que le premier cas de coronavirus est arrivé par un passager étranger sur notre territoire. Donc, ce qui peut participer à l'efficacité de la lutte contre la pandémie, c'est vraiment la diligence, la capacité à prendre des décisions vite et à les appliquer également très vite. Ça, c'est pour répondre aux questions posées par les journalistes de la télé. Les malades qui sont suivis à la maison, vous savez, nous, dans la gestion de la Covid-19, au niveau de la coordination, ils n'inventent pas la roue. Il y a des protocoles, il y a des pratiques, il y a des stratégies qui sont mondialement partagées. Il est impossible pour quelque pays que ce soit d'admettre tous les cas positifs dans les hôpitaux. Donc, tout naturellement, les malades qui ne présentent aucun risque, et d'ailleurs nous faisons plus que dans les autres pays, tous les malades qui sont asymptomatiques ou bien qui ont des symptômes légers et qui ne présentent aucun risque, ils sont suivis à domicile, ils sont visités, ils ont leur traitement, ils sont sensibilisés. Donc ça fait partie des stratégies qui sont imaginées et appliquées par la coordination nationale de riposte sanitaire. Et donc pour répondre très clairement à votre question, c'est aussi une question de responsabilité. On ne peut pas amener tout le monde à l'hôpital. Et ça se fait nulle part ailleurs. Farsha, bien entendu, l'hôpital de Farsha est opérationnel. Jusqu'à maintenant, il est l'hôpital de référence en matière de prise en charge des cas Covid. Et tous ceux qui sont malades à Farsha, ils sont pris en charge par la coordination. Mais ceux qui sont malades à la maison, bien entendu, leur prise en charge n'incombe pas au ministère de la Santé publique. Les agents de sécurité, je suis parfaitement d'accord avec vous, ces agents de sécurité, c'est eux qui ont la mission de faire respecter les mesures barrières. Donc, il y a d'abord, en plus de la préservation de leur santé, il y a l'impératif d'exemplarité qui doit faire qu'ils doivent donner l'exemple, ils doivent se protéger, ils doivent se couvrir de masques, respecter les mesures qui sont décidées par le gouvernement, sinon ils risquent de perdre leur crédibilité dans l'imposition de ces mesures aux autres citoyens. Quelles mesures pour les élections? Nous sommes en janvier, les élections c'est en avril, c'est dans 4 mois, et on ne peut pas pour le moment anticiper, faire des plans sur la comète par rapport à l'organisation de ces élections. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation et du temps qui passe, bien entendu, des protocoles seront conçus par la coordination, et c'est seulement en ce moment et au vu du contexte sanitaire au mois d'avril que des mesures adaptées seront prises. On est encore très loin d'avril. Pour la presse qui n'est pas associée, bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'ici, au niveau du ministère de la Santé publique, chaque fois que nous avons une activité comme aujourd'hui, nous convions la presse. Maintenant, s'il y a des difficultés dans la libre circulation des journalistes pendant la période de couvre-feu, je crois que vous pouvez saisir le ministre en charge de la communication pour qu'il plaide auprès du sous-comité défense et sécurité afin que des dérogations au cas par cas soient accordées aux hommes des médias. Arc-en-Ciel se demande pourquoi on ne multiplie pas les tests pour limiter la contamination. Vous avez vu tout à l'heure avec la présentation de la situation épidémiologique du professeur Choua, l'effort presque inhumain qui a été fait par notre pays depuis le mois de mars. Nous sommes passés d'une capacité de moins de 100 tests par jour à près de 1000 aujourd'hui. Et bientôt, lorsque le labo qui est en cours d'installation à Farsha sera opérationnel, nous allons encore multiplier cette capacité par 2. Non seulement
notre capacité de dépistage a augmenté. Elle a été multipliée par au moins par 10. Mais en plus, nous avons décentralisé les laboratoires. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 9 à 10 provinces qui sont équipées de labos mobiles et où on peut faire du dépistage. Et nous attendons une livraison de nouveaux laboratoires mobiles pour équiper les provinces qui n'en ont pas pour le moment. Donc, c'est pour vous dire que de ces points de vue, le gouvernement devrait être félicité. Et les chefs de l'État, je me rappelle, s'étaient investis personnellement pour que notre capacité de dépistage puisse décoller. Pour la RNT, la situation n'est pas aussi simple que ça. Comme vous le savez, le virus est déjà au Tchad depuis le 19 mars. Donc, depuis le 19 mars, le virus circule sur notre territoire. Et il n'a jamais cessé de circuler. Il n'a pas disparu et réintroduit par un autre voyageur. Donc, les contaminations sont communautaires, ce qui veut dire que le virus ne vient pas avec le voyageur. Il peut arriver avec un ou deux voyageurs s'ils échappent au contrôle. Mais la réalité, c'est que ces virus circulent dans la population depuis le 19 mars. Il n'a pas disparu. Et donc, ce ne sont pas les vols ou les voyageurs qui nous ont ramené le virus après que nous l'ayons éradiqué. Le plus important, c'est de veiller au niveau de nos frontières aériennes, ici au niveau de l'aéroport de N'Djamena, qui est l'unique porte d'entrée à notre pays, de veiller à ce que les malades, les porteurs de virus ne puissent pas atterrir, ne puissent pas venir au Tchad et participer à la propagation du virus. Et ces protocoles, pour l'instant, ils fonctionnent parfaitement. La question qui a été posée par l'arbophone, moi je comprends votre préoccupation et je la partage. Quels acteurs nous ont appuyés? Franchement, je ne vais pas m'hasarder à citer les pays amis, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les personnes physiques, les associations de la société civile qui ont d'une manière ou d'une autre apporté leur contribution, ont accompagné le gouvernement, le ministère de la Santé, la coordination nationale par voilà, des dons en nature ou bien par des matériels, des financements, des locations de véhicules, une gamme variée des moyens qui ont été utilisés pour venir en aide à notre pays au ministère de la Santé publique. Ils sont nombreux, et je ne peux pas les citer tous au risque d'en omettre quelques-uns, mais c'est un véritable élan de solidarité internationale et au niveau national qui s'est produit et qu'il faut saluer à sa juste valeur. Quelles sont les difficultés? Quand vous êtes engagé dans une telle bataille, les difficultés sont nombreuses et elles sont des différents ordres. Mais à chaque fois, avec l'implication et le soutien personnel du chef de l'État, ces difficultés, en tout cas lorsqu'elles sont matérielles ou bien financières, sont, Dieu merci, surmontées. Après les difficultés sur le terrain, je pense qu'on n'a pas à s'en plaindre, ça fait partie de l'exercice, ça fait partie de la mission et nous essayons d'y faire face.
au niveau de l'ATPE, je crois, il parle d'appel à ne pas paniquer alors même que la ville est isolée. Non, prendre des décisions, lorsque ces décisions sont nécessaires, ce n'est pas l'expression ou la révélation d'une quelconque panique. Le plus important, c'est l'objectif qui est poursuivi, les raisons pour lesquelles ces mesures sont décidées. Vous savez très bien comment le virus se propage. Le virus se propage essentiellement lorsque il y a attroupement et lorsque les personnes présentes ne portent pas de masque ou ne respectent pas la distanciation sociale. Ça, c'est connu depuis plusieurs mois. Ces mesures qui sont contenues dans le décret 2585 obéissent à une même logique et sont en cohérence avec l'objectif qui est recherché. Il est question d'empêcher, d'éviter que les gens ne se rassemblent. Une personne positive dans une assemblée de 50, s'il n'y a pas de respect des mesures barrières, elle peut contaminer tout le monde. Donc, vous avez suivi la présentation de la situation épidémiologique, vous ne pouvez pas dire qu'elle n'est pas inquiétante. Prendre des décisions, faire face à une telle situation, il ne faut pas la confondre avec le fait de paniquer, parce que quand vous êtes paniqué, vous perdez le discernement et vous êtes amené à prendre de mauvaises décisions. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que nous devons tous, comme le maréchal l'a demandé, conserver notre sang-froid, notre discernement et agir avec intelligence. S'il y a plus de 100 cas, vous regardez, même aujourd'hui, notre pays s'en sort beaucoup mieux que d'autres pays qui ont beaucoup de similitudes avec les nôtres. Essayez de vous renseigner, allez sur le site de l'OMS et regardez. Aujourd'hui, nous avons hier recensé 44 cas positifs. Vous regardez dans des pays qui sont dans la même situation que nous, ils sont à 100, 200, 300 cas positifs par jour. Ils prennent aussi des mesures, ils les adaptent. Donc nous, justement, pour ne pas suivre cette trajectoire, pour ne pas avoir demain 300, 400, 500 cas positifs, avec certainement de cas graves qu'il va falloir prendre en charge dans les secteurs de santé, il faut anticiper. Et c'est cette anticipation qui nous conduit à prendre des mesures, à les adapter au fur et à mesure pour que la situation puisse être maîtrisée. Les 4-24 en ligne, il a parlé je crois, de campagne de désinformation, des fake news, des fausses informations qui sont circulées sur les réseaux sociaux. Vous avez raison. Moi, aujourd'hui, je suis atterré quand j'ai lu des commentaires que dans l'attaché de presse me soumet, ou bien sur les réseaux sociaux, et que nous avons des compatriotes qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, croient que cette maladie n'existe pas. C'est totalement insensé. Une maladie qui n'existe pas et qui fout autant de désordre dans le monde entier, pour quel intérêt? Il n'y a aucun intérêt à publier des chiffres qui soient faux. Même si vous dites il y a 1000 cas, ce n'est pas parce que vous dites il y a 1000 cas que vous allez bénéficier de plus d'aide. Il n'y a aucun intérêt qui est lié aux chiffres qui sont communiqués par la coordination de riposte sanitaire. Les malades sont là, les morts sont là, certains malades sont dans les hôpitaux, particulièrement à Farche et à la Renaissance, d'autres sont suivis à domicile, comme je viens de le dire. Ce ne sont pas des inventions, parce qu'il n'y a aucun intérêt à les faire. Et donc ces fausses informations doivent être combattues. Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne. Je vous écoute, ça sera peut-être la dernière question. Avant-dernière question. Là. Très tôt, les responsables politiques ont anticipé les risques d'une guerre, d'une course des États
dans la fabrication et ou l'acquisition des vaccins, une fois trouvés. Donc, pour éviter cette course, une concurrence qui risque d'être dommageable à tout le monde, et particulièrement aux pays à faible revenu, il y a un mécanisme qui a été mis en place. Ce mécanisme s'appelle la facilité COVAX. Le leadership est assuré par l'Organisation mondiale de la santé et l'Alliance Gavi. Dans cette facilité, il y a à peu près 192 pays qui ont adhéré, dont les nôtres. Parmi ces pays qui ont adhéré, il y a 172 pays, donc 92 qui sont des pays à faible revenu. C'est-à-dire des pays qui n'ont pas la possibilité, la capacité financière d'acquérir par eux-mêmes les vaccins qui sont extrêmement chers. Donc, cette facilité a été mise en place pour que des contributeurs privés, des grands contributeurs privés, les pays riches, les institutions internationales comme par exemple la Banque mondiale, puissent apporter les ressources nécessaires pour acheter des vaccins en grande quantité et à destination de ces pays qui ne peuvent pas par eux-mêmes accéder à ces vaccins. Donc, la Banque mondiale elle-même a mis 12 milliards de dollars dans la cagnotte. Et donc, c'est à travers ces mécanismes et selon les demandes qui sont exprimées par les États que les vaccins seront achetés et mis à la disposition des États. Mais il n'y a pas que le vaccin. Et d'ailleurs, peut-être ce qui est le plus important, c'est vrai, c'est le vaccin, mais les vaccins sans la chaîne de froid, ils ne vaut rien. Les vaccins sans la stratégie, sans une stratégie de vaccination efficace, il ne servira à rien. Les vaccins sans la logistique, il ne servira à rien. Donc, c'est un ensemble d'activités, d'actions qui doivent, en plus de l'achat des vaccins, qui doivent être menées pour qu'on puisse, par exemple, si on se limite au Tchad, pour que notre pays puisse organiser une campagne de vaccination contre la Covid-19. Donc, nous avons envoyé notre demande et, bien entendu, une fois que ces vaccins seront mis à notre disposition, nous allons dérouler la stratégie qui est en cours d'élaboration. Un comité technique a été mis en place et qui s'occupe exclusivement de ces questions, composé d'experts nationaux et appuyé par nos partenaires, en particulier de l'OMS, de l'UNICEF et des Gavi. Donc, suivant la stratégie qui sera mise en place, nous allons prioriser. Vous avez vu ce qui se passe dans les pays qui ont commencé la vaccination. Ce sont d'abord les personnes âgées qui souffrent d'autres pathologies qui sont vaccinées en premier. Et puis ensuite, on met en deuxième position, je ne sais pas, les personnels soignants. En troisième position, les personnes âgées mais ne souffrant pas d'autres maladies. Donc, si vous voulez, il y a une chaîne des priorités qui sera fixée et la vaccination va commencer par le plus fragile et on va élargir le cercle progressivement. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais bref, les choses avancent et elles avancent dans le bon sens. La fermeture des églises et des mosquées, bon, moi je suis croyant comme vous. Je suis croyant comme vous. Mais Dieu est de là où il est, il ne va pas vous dire faites ça, ne faites pas ça. Vous devez être guidé par la raison et par la science. Et la science a démontré que vous vous réunissez dans une mosquée, dans une église, dans un lieu de place mortuaire de mariage, le risque est le même. Le jour où peut-être la science fera la démonstration que dans une église, les virus ne circulent pas, en ce moment, peut-être on va penser à ouvrir les églises.
Mais jusqu'à preuve du contraire, nous devrons être cartésiens sans pour autant renoncer à notre foi. Je vous remercie pour les questions que vous avez posées. J'espère que nous avons essayé d'y répondre. Il n'y avait pas trop de questions, je dirais, d'ordre technique, mais j'espère que les choses sont claires. D'une part, et c'est cette situation qui légitime les mesures qui sont prises par le gouvernement. Et ces mesures qui sont prises par le gouvernement doivent être appliquées avec fermeté, mais dans la limite fixée par les actes qui ont participé à leur prise. Et en l'occurrence, le décret 2585, il est clair, il ne souffre d'aucune ambiguïté et les forces de l'ordre sur le terrain veilleront à ce que les 10 mesures qui sont listées dans ces décrets soient appliquées dans leur intégralité. Et nous allons nous organiser avec la coordination nationale des ripostes sanitaires. Comme vous le savez, cette coordination a été mise en place. D'abord, c'était un comité scientifique. Après, elle a été mise en place pour qu'elle serve des cerveaux, des boussoles scientifiques au pouvoir politique. Donc, depuis notre arrivée à la tête de ce ministère, la collaboration est parfaite, mais nous nous sommes fixés comme règle de respecter l'indépendance d'esprit, l'autonomie scientifique de la coordination. Nous les accompagnons, mais nous ne faisons pas leur travail. Nous faisons notre travail de ministre de la Santé publique, même si la gestion de Covid fait partie aussi des problèmes de santé publique. Mais nous allons nous organiser avec la coordination, avec le professeur Choua, avec le docteur Alarangar, pour peut-être faire davantage des points de presse ou bien des conférences de presse pour que vous aussi vous soyez des relais mieux informés, bien informés par rapport à l'évolution de la situation.